dans des projets, vous êtes le moudarib, vous êtes le bailleur de fonds, entre guillemets, l'apporteur de fonds, nous, on va gérer votre fonds. Et on va être rémunéré sur le résultat. Donc, la banque, quand elle collecte les dépôts, elle ne s'engage pas à une rémunération fixe. Et en même temps, quand elle donne de l'argent pour les utilisations, elle ne prête pas. Donc la Banque islamique ne donne pas de l'argent cash contre un taux. Ne donne pas de l'argent cash. Il n'y a pas un prêt dans les banques islamiques. Le prêt peut-être soit un prêt sans intérêt, Qard Hassan. Mais à ce moment-là, on va déborder un peu l'activité de la Banque islamique. L'activité de la Banque islamique n'est pas une œuvre charitable, en fait. Ce n'est pas une banque qui donne de l'argent sans intérêt, au sens prêt sans intérêt. On va financer des opérations qui ne comportent pas des intérêts au sens classique, mais qui comportent un risque, qui comportent une utilisation. Donc la banque, au niveau de l'emprunt du système conventionnel, n'emprunte pas contre un taux déterminé, et quand elle va utiliser, elle ne prête pas contre un taux déterminé. Vous allez me dire, dans la Morabha, nous avons le taux déterminé. Mais dans la Morabha, ce n'est pas un prêt d'argent. C'est une acquisition d'un bien, transfert de richesse, avec un profit. Donc avec toute la différence entre un prêt d'argent cash et un achat avec vente. Bon, là, il peut y avoir un débat, quelle est la portée, la différence, mais on la voit bien, la différence à plusieurs niveaux. Deuxième axe, au niveau de l'emploi des ressources. Le principal emploi dans le système conventionnel est le prêt contre intérêt, généralement l'argent cash. Bon, il peut y avoir aussi un prêt pour acheter du matériel dans le conventionnel, mais c'est toujours prêter de l'argent avec un taux déterminé et on est couvert par des garanties. C'est une créance. Dans le système conventionnel islamique, on ne prête pas de l'argent cash, mais on finance des actifs où la banque prend des risques. Bon, vous allez me dire, quel est le risque dans la Morabha? Bon, moi j'achète en mon nom, j'endosse la propriété, entre-temps, il se peut que la marchandise soit détériorée, que la marchandise soit dépréciée, même si maintenant on est couvert par l'assurance, mais le risque théorique plane. Et notamment dans les pays, par exemple, où ils ont opté pour la promesse qui n'est pas obligatoire, la promesse simple, le client peut ne pas acheter la marchandise. Et donc, le risque est lié. Achat en son nom, livraison effective, assume la qualité du propriétaire. Il se peut aussi que la marchandise achetée n'était pas conforme aux spécifications. Donc, j'assume un risque. C'est ça qui me prépare à avoir un profit. C'est la contrepartie de ce risque. Il y a un risque ici. C'est ce risque qui justifie le profit. Troisième axe, les secteurs à financer. Le système bancaire conventionnel n'a pas de limite, sauf politique interne. Il finance alors que la finance éthique a une limite quant au secteur. Troisième colonne. Je prends un autre axe, le traitement des impayés. Comment on va traiter les impayés? Dans le conventionnel, vous avez ce qu'on appelle les intérêts de retard de manière automatique. Ne paye pas à temps, il y a le compteur qui commence à courir. Et à la journée, en fait. Dans le système islamique, si le client, nous devons distinguer entre deux choses. Le client incapable de payer et le client capable de payer mais il ne paye pas. Donc il use des mesures dilatoires. Le client incapable de payer, on doit lui donner un moratoire. Lui donner l'occasion, justement, de se ressaisir. C'est pour ça que la Banque islamique doit accompagner la clientèle. Puisque le client incapable de payer, il faut lui donner une certaine chance. Bon, par contre, si le client est capable de payer mais il ne paye pas, il a les moyens, mais il ne paye pas, à ce moment-là, il est possible de lui imputer des intérêts de retard, mais à condition que la banque n'en profite pas. Ça ne revient pas à la banque. Théoriquement, quand on a sanctionné le client qui n'a pas payé à temps, la banque peut avoir ce montant-là. Mais pour que ce ne soit pas un prétexte, justement, d'avoir des intérêts de retard de manière, je dirais, systématique dans les clauses de contrat, l'Ayoufi, la norme traitant de la question, a jugé que ce montant-là doit être mis à part, ce qu'on appelle les montants à liquider,
et doit être donné à des œuvres charitables, etc., mais il ne profite pas à la banque. Autrement dit, en termes de résultats, on aurait sanctionné le débiteur récalcitrant, mais en même temps, on n'a pas enfreint les règles de la finance islamique. Autrement dit, si on met systématiquement, si le client est capable de payer mais il ne paye pas, il doit payer 2% par mois. À ce moment-là, on a peur que ce soit une clause du style et ça aboutit à rendre illicite les intérêts de retard. Donc la solution imaginée, c'est qu'on aurait sanctionné le débiteur récalcitrant, mais en même temps, on n'a pas enfreint les grands principes de la finance islamique. Cinquième axe, les opérations liées à la dette. Là, c'est une question très sensible. Bon, par exemple, la banque conventionnelle peut négocier les traites, ce qu'on appelle l'escompte. Escompter les traites, ça veut dire quoi, escompter les traites? Ça veut dire que moi, je suis grossiste, je vends à 90 jours, et j'ai mon tiroir plein de traites. À 90 jours, généralement, ça peut être 60 jours, ça peut être plus. 90, 60, voilà, normalement, pas 90 maximum. Et donc, je considère ça, c'est de l'argent. Je vais à la banque, emmener ces traites qui totalisent 100 millions, la banque va me donner maintenant 95 millions. 100 millions va me donner 95. Autrement dit, la banque a acheté l'équivalent de 100, mais m'a donné 95. Autrement dit, ça revient au fait comme si la banque m'avait donné un crédit de 95 et je dois rembourser 100. Parce qu'en fait, l'escompte revient à ça. L'escompte revient à ça en termes de résultats. Ce n'est pas parce que ça s'appelle l'escompte. C'est pour ça le comité de la charia doit voir l'opération de manière intrinsèque. Ce n'est pas le nom, c'est comment on fait. Il doit avoir une procédure de décortiquer le produit de l'intérieur. C'est quoi l'escompte en fait? Ça veut dire une traite qui comporte 100, c'est l'argent ça. Je vais vous la donner maintenant, vous allez me donner 95 et vous allez attendre les 2 mois. Donc la banque les avance. Comme si, ça revient, comme si la banque m'avait donné 100 comme crédit, m'avait donné 95 comme crédit, et j'ai remboursé 100. Donc l'opération s'appelle escompte, etc. La même chose avec la banque centrale. La banque réescompte les traites auprès de la banque centrale avec le même mécanisme. Alors que la question de la dette dans la finance islamique, si maintenant on a un client qui n'a pas payé à temps, par exemple, ben ce montant-là ne bouge pas. Ne bouge pas. Parce qu'en fait, en termes économiques, si le client n'est pas capable de payer, et si on va lui imposer des intérêts de retard, disons concrètement, ça veut dire en fait nous avons une rotation à vide. Il n'y a pas une richesse. Déjà, il ne paye pas. Donc il ne paye pas 100, il va payer 105. Les intérêts de retard. Bon, je pense que moi j'ai fait les 2 banques. J'ai fait le conventionnel et j'ai fait la banque islamique. Je connais bien le système de l'intérieur. Ça veut dire que pour le banquier, bon, ça fonctionne comme ça. Mais il a une nouvelle idée qui vous dit que le client qui ne peut pas payer 100, il doit payer 105, donc il n'a pas eu de richesse. Normalement, la dette, une fois impayée, doit être gelée. Parce que nous sommes dans une crise. Bon, si on va ajouter de plus, le client va vous payer à travers d'autres ressources qui n'est pas la richesse du projet. Puisque le projet, déjà, il ne paye pas. Bon, je sais que le banquier tient à ça en disant que oui, après tout, il y a des opportunités de employer de l'argent, et que si jamais il ne me paye pas, ça veut dire des opportunités, il y a ce qu'on appelle un manque à gagner, etc. Bon, le banquier raisonne ainsi. Mais voilà une nouvelle option, une nouvelle manière de voir la finance islamique. 6. Le traitement de la question de commission. On avait parlé tout à l'heure, je n'insiste pas. Les commissions sont acceptées à condition qu'elles soient la contrepartie d'une rémunération d'un service quelconque. Bon, la finance islamique et l'Afrique, maintenant on passe à une question qui vous intéresse de près, vu l'auditoire. Donc, pour le continent africain, il y a quand même beaucoup d'opportunités en termes de finances islamiques, notamment. Ils peuvent tirer profit. Ce sont des pays
où il y a une certaine homogénéité économique, des pays où l'infrastructure est plus ou moins, je dirais, a besoin d'être développée. Et donc, ce qui fait que la finance islamique peut être quand même une sorte d'apanage pour ces pays-là. Ça peut donner un plus. Ça peut aussi drainer des fonds. Nous avons dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont jamais été bancarisés. Il se peut qu'il y ait une part de la population qui a des réserves sur la question des intérêts. Ce n'est pas mauvais aussi à ce que cette population-là soit intégrée dans l'économie. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça pourrait être ça. Ce que je connais maintenant au niveau de la BCAO, j'ai eu l'occasion de donner 2 séminaires l'année dernière, l'un à Abidjan, l'autre à Dakar, où ils veulent savoir un petit peu comment ça fonctionne la finance islamique. On a fait un de généralité à Abidjan. Le deuxième, c'était plus spécialisé à Dakar, où on avait analysé les normes de la FSB, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest voulait savoir comment on peut superviser la finance islamique. Donc c'était un séminaire proche des gens qui représentaient justement les banques centrales dans leur pays. Donc je vois au moins 2-3 personnes qui ont assisté à ce séminaire-là. Donc il y a un autre atout, c'est que pour les 8 pays qui ont déjà engagé des études, il y a un autre atout, c'est que ces pays-là sont largement intégrés en termes d'activité économique. Il y a beaucoup de projets communs, il y a une circulation de marchandises entre ces pays-là. Je pense que ce serait vraiment une chance si demain on aboutirait à une loi, soit générale pour les 8 pays, et c'est un peu la tendance, parce que l'étude a été menée par les bureaux pour les 8 pays. Et j'ai vu un petit peu l'offre quand, disons, le terme de référence, quand ils ont lancé l'appel d'offres pour les bureaux d'études, et ils ont couvert tous les domaines. Ça, c'est quand même nouveau. Ce n'est pas la Banque islamique. La Banque islamique, la microfinance, l'assurance takaful, et même les marchés financiers. Donc, dans les 8 pays, ce serait une refonte totale et de base. Donc voilà, c'est le cadre général, réglementaire. Là, j'ai eu l'occasion de voir de près les termes de référence. Donc, devant un besoin considérable en matière de ressources pour le financement des projets en Afrique et compte tenu des exigences du développement dans la plupart des pays, la finance islamique peut y contribuer. Pour les pays de l'UEMOA, je pense que l'étude a un impact important, ou alors dans ces pays-là, il y a une émergence d'un marché financier islamique disposant d'un système juridique homogène. Autrement dit, demain, si on va prendre des mesures, comme tout à l'heure le monsieur m'avait dit que est-ce que vous pensez qu'on fait la loi avant, etc., ou bien la pratique, je pense avec 8 pays, avec une loi d'ordre général, ou bien des lois particulières, je pense que la finance islamique peut avoir sa place. Alors que aussi le domaine de l'étude a passé en revue justement des thèmes tels que le marché financier, le système financier décentralisé, et même aussi la fiscalité. J'ai vu que dans le terme de référence, il est demandé à ce que le consultant essaie de détecter les points de convergence et de divergence avec la finance islamique. Je vous ai promis tout à l'heure de vous donner la liste des normes AYOFI en français, qui constituent des produits en fait. Vous avez la liste, vous avez le commerce de devises. Tout à l'heure, pourquoi le commerce de devises comporte une norme? Parce que nous avons dit tout à l'heure que les devises ne peuvent pas être vendues à terme. Et c'est ça qui a fait peut-être parmi, on n'a pas dit ça dans l'introduction, c'est ça qui a sauvegardé aussi les institutions d'infrastructure. On ne peut pas vendre l'euro pour 2020 contre le dollar. Parce qu'on ne sait pas d'ici 2020 ce qui se passe. Donc les devises, comme l'or et l'argent, doivent être cash. Il n'y a pas de différé. Et donc le problème est important. Les cartes de crédit au sens, parce qu'il n'y a pas de crédit en fait. Les cartes de crédit au sens, les cartes d'utilisation dans les supermarchés, etc. Comment la banque perçoit les commissions, etc. Là, ça existe.
le débiteur récalcitrant, la compensation, les sûretés, la conversion de banque conventionnelle en banque islamique, la subrogation, la murabha, l'ijara, le salam et le salam parallèle. Là, c'est important. Quand on parle de l'istisna parallèle, le salam et le salam parallèle, ça veut dire quoi? C'est quoi le salam en fait? Le salam, c'est l'inverse d'une vente à terme. Dans la vente à terme, c'est quoi? Je vous donne la marchandise aujourd'hui, vous me payez après. Dans le salam, vous me donnez le montant aujourd'hui, la marchandise après. C'est l'équivalent d'un préfinancement, export, ou bien un préfinancement en matière justement d'agriculture. Et dans le salam, si la banque le fait, la banque va donner de l'argent maintenant, il va avoir la marchandise après. Mais le but de la banque n'est pas d'avoir la marchandise. La banque ne stocke pas la marchandise, elle a une clientèle derrière, elle a besoin de liquidité. Donc c'est pour ça qu'on a songé à ce qu'il y ait un preneur déjà, de ce qu'on appelle le salam parallèle. Ça veut dire si demain, la banque va financer une récolte de l'huile d'olive ou bien de maïs, pour 6 mois, on va donner l'argent aujourd'hui pour que l'agriculteur mette en place les mécanismes de récolte. Après 6 mois, on va avoir de l'huile. Et la banque doit en même temps avoir quelqu'un déjà pour acheter de l'huile, dès maintenant. D'où on appelle ce qu'on appelle le salam parallèle. C'est une opération à un montage à voir. C'est-à-dire des produits qui ne sont pas périssables, etc. Des produits qui tiennent. On peut imaginer le salam parallèle dans un pays comme le Burkina Faso, par exemple, où il y a l'agriculture. On peut imaginer ce produit-là comme étant un produit faisable et bancaire. Encore faut-il mettre les garde-fous. Et justement, la norme était tellement réaliste qu'elle a imaginé un salam parallèle. C'est-à-dire, au moment où on a négocié la première opération, la banque a déjà entre les mains un preneur potentiel. Généralement, l'Office national de l'huile, ou bien l'Office national du maïs, du blé, etc. Certainement, un organisme preneur de grande portée. La mudarba que vous avez vu, les crédits du commentaire, la récompense du joual, etc., c'est un produit, les effets de commerce, les soukouk, la possession, le prêt sans intérêt. Qard Hassan commence